doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébo Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Nous allons vous proposer dans un instant de suivre le compte-rendu de la 111e réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue le vendredi 1er septembre 2023 en présentiel à la Cité de l'Union africaine, présidée bien sûr par lui-même le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé de décision de Conseil des ministres. Et 4. Examen et adoption des dossiers. Commencé à 15h06, la 111e réunion du Conseil des ministres a pris fin à 18h30. Maintenant, suivez le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Restez connectés sur Clébo Original pour la suite de nos programmes. Compte rendu de la 111e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 1er septembre 2023 à la Cité de l'Union africaine, la 111e réunion du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. Le Conseil des ministres de ce jour a été marqué en ses débuts par les événements qui se sont déroulés à Goma il y a 2 jours. À ces propos, le président de la République s'est exprimé avec colère, effroi et consternation après avoir appris le décès, le 30 août 2023, de près d'une quarantaine de compatriotes brutalement fauchés au cours d'une manifestation dans la ville de Goma de suite d'une intervention des forces de l'ordre. Cet événement malheureux ne peut que faire l'objet d'une forte désapprobation et d'une forte condamnation, tant elle est incompatible à la vie en démocratie d'une part et d'autre part à la mission constitutionnellement dévolue aux forces armées. Le président de la République a appelé la justice à faire la lumière sur ces drames et d'établir rapidement les responsabilités tout en soulignant que ces drames ne peuvent pas et ne demeurera pas impunis. Aux familles des victimes, il a présenté au nom du peuple congolais ses condoléances les plus attristées. Le président de la République a aussi saisi cette occasion pour lancer de nouveau un appel aux forces de l'ordre dont les efforts devant être mis en œuvre dans le registre de la prévention et du dialogue avec la population qu'elle a la noble mission de protéger. Enfin, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, de lui faire rapport dans le plus bref délai sur les circonstances qui ont mené à cet effroyable drame et pour que très rapidement des sanctions sévères puissent être prises contre tous ceux qui ont été responsables de ces tristes événements.
Le deuxième point de la communication du président de la République, après avoir abordé ces tristes chapitres des événements de Goma, a porté sur l'implication du gouvernement dans la consolidation des entreprises du portefeuille dans les secteurs aériens. Le président de la République est revenu sur la situation du transport aérien, qui est actuellement marquée, d'une part par une accentuation du déséquilibre entre la demande de trafic domestique de plus en plus croissante et une offre de plus en plus précaire, et d'autre part par l'inexploitation des lignes internationales, occasionnant un manque à gagner important du fait de la non-utilisation par notre pays du portefeuille des droits des trafics internationaux, lui pourtant garanti et consacré par plus de 52 accords aériens, et ce au profit des compagnies aériennes étrangères. Pour y faire face, le président de la République a rappelé que la réponse du gouvernement s'est articulée sur deux axes. Le premier axe qui porte sur la relance des activités de Congo Airways par la mise en œuvre du plan d'urgence tel qu'adopté par le gouvernement et la finalisation du projet de création de Air Congo en partenariat avec Ethiopian Airlines, conformément au dossier irrélatif adopté au cours de la 49e réunion du Conseil des ministres. Au regard de l'urgence, le ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que les ministres des Finances ont été instruits à s'activer pour la mise à disposition des fonds sollicités pour soutenir la mise en œuvre du plan de relance de la compagnie nationale Congo Airways. Par ailleurs, le président de la République a demandé au ministre d'État, ministre du Budget, ministre d'État, ministre du Portefeuille, ainsi qu'au ministre des Finances, chacun en ce qui le concerne, d'accorder les bénéfices de l'urgence à la réalisation du projet Air Congo. Le ministre des Transports et Voies de Communication devra quant à lui aussi actualiser les business plans élaborés en 2022 ainsi que les chronogrammes des activités pour le lancement des activités de la compagnie Air Congo. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'une meilleure coordination des interventions des projets de programmes agricoles financés par les gouvernements et les bailleurs de fonds. Le président de la République a rappelé que plusieurs projets, programmes et initiatives qui ont été lancés dans les secteurs agricoles depuis plusieurs années dans notre pays sans trop de succès, malgré les ressources financières qui ont été mises à disposition. Nombreux de ces projets ou encore programmes n'ont pu connaître une pleine exécution. Cette situation qu'il a déplorée devrait nécessairement être revue en veillant à ce que ces projets soient bien mieux structurés, tel qu'il est attendu du projet présenté par le ministre de l'Agriculture au cours du Conseil des ministres du 12 mai 2023. En effet, au-delà des interventions des composantes 1 et 2, touchant les secteurs agricoles prévus dans le programme de développement local de 145 territoires, il a été présenté le dossier relatif à la relance des filières agricoles et le ramassage de produits vivriers disponibles dans les bassins de production de notre pays. Ces programmes concernent 12 cultures vivrières et agroalimentaires. Pour une meilleure cohérence, coordination et synergie, il importe que ces programmes prennent en compte les interventions d'autres projets, programmes et sites de production agro-industrielle existants. Ainsi, tenant compte des impératifs de temps et pour une meilleure optimisation de la coordination de toutes les interventions du secteur agricole, sans préjudice des activités en cours d'exécution et au regard de l'urgence, le ministre de l'Agriculture a été chargé, sous la supervision du Premier ministre, avec l'implication de tous les ministres concernés, de procéder à une évaluation de tous les projets et programmes agricoles existants. Le quatrième point de la communication du président de la République a porté sur la valorisation des actifs environnementaux de conservation de la nature. La République démocratique du Congo est l'un des 6 pays dits mégadivers, détenant le plus grande richesse en biodiversité de la planète. Les aires protégées couvrent actuellement 323 623 km², soit environ 14% du territoire national. L'objectif étant d'atteindre 17%, ce qui correspondrait environ à 40 millions d'hectares. Le président de la République a précisé que ces aires protégées préservent un patrimoine naturel unique et conformément à nos engagements souscrits à la COP 15 de la biodiversité à Montréal,
notre pays devra consacrer d'ici 2023 jusqu'à 30% de l'espace national à la conservation de la biodiversité, y compris les zones à haute valeur comme les tourbières. Pour atteindre ces objectifs, il est urgent de mobiliser des financements conséquents à même de soutenir les efforts gouvernementaux de conservation de la nature au bénéfice des populations locales et de l'humanité. Le Premier ministre a été encouragé à procéder à la mise en place d'une task force multi-acteurs chargée de structurer un programme carbone et biodiversité de conservation et d'augmentation de nos aires protégées, intégrant également le tourbière. La dite task force devra réunir les experts de ministères sectoriels concernés ainsi que les établissements publics en charge des aires protégées, les secteurs privés et la société civile. Les populations autochtones devront aussi être mises en contribution. Les derniers points de la communication du président de la République a concerné les préparatifs des activités relatives à la mandature de notre pays à la présidence de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. La République démocratique du Congo assure depuis les débuts de cette année 2023 la présidence de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. À ces propos, le président de la République a précisé que c'est un mandat de plus que notre pays a l'occasion d'exercer dans le cadre de la gouvernance des organisations d'intégration africaines. Il a rappelé au gouvernement la nécessité de tout mettre en œuvre pour que cette mandature, qui coïncide avec le 30e anniversaire de l'OHADA, soit une réussite à la mesure du leadership que notre pays se doit d'affirmer en tant que plus grand pays de l'espace OHADA. Ainsi, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, et les ministres des Finances, qui sont tous deux membres du Conseil de ministres de l'OHADA, ont été instruits de veiller à ce que le plan d'action arrêté par les comités ad hoc d'appui à cette mandature, ainsi que les budgets y relatifs, soient exécutés dans les meilleurs délais. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a été quant à lui chargé de s'assurer dans les cas de ses prérogatives que toutes les dispositions soient prises pour garantir la participation des chefs d'État de l'OHADA aux travaux prévus à Kinshasa en octobre prochain. Dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre est revenu sur les tristes événements qui ont prévalu à Goma le mercredi dernier. À ces propos, il a informé le Conseil des dispositions qui ont été prises par le gouvernement, notamment l'envoi immédiat d'une mission conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, comprenant en son sein le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le ministre des Droits humains, ainsi que le vice-ministre de la Justice, pour descendre à Goma et suivre de près tous les processus qui permettront l'éclatement de la vérité. Le deuxième point de sa communication a porté sur la rentrée scolaire attendue les lundis prochains dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il a noté le progrès réalisé grâce à la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, mesure phare du président de la République. Il a exhorté les parents à envoyer les enfants à l'école pour que cette année 2023-2024 puisse être une année réussite et une année fructueuse pour tous les élèves de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre chef du gouvernement a terminé son complément d'information en rappelant la nécessité pour le ministre concerné de veiller à des stocks stratégiques, tant pour ce qui concerne les carburants et autres lubrifiants, mais aussi pour ce qui concerne le produit de première nécessité à l'approche des festivités de fin d'année et des débuts de l'année prochaine. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, a présenté au Conseil les rapports sur l'état de l'administration du territoire national. Il est lui aussi revenu sur les tristes événements du mercredi 30 août 2023 dans la ville de Goma, à la suite de la manifestation non autorisée contre les forces de la MONUSCO et celle de l'EAC. Cette violence a occasionné plusieurs décès,
des dizaines de blessés et une centaine d'interpellations sans compter d'importants dégâts matériels. Il a informé le Conseil de premières dispositions qui ont été prises au niveau local pour essayer de contenir cette situation. Une enquête a été ouverte auprès de l'auditorat militaire de garnison de Goma pour que les responsabilités soient dégagées et que le coupable réponde de leurs actes devant la justice. Les services de sécurité ont pour leur part été formellement instruits, tous, à collaborer avec la justice militaire dans la collecte des éléments des preuves. Le vice-premier ministre a aussi fait le tour du pays en informant le membre du Conseil des quelques cas de catastrophes survenues dans le pays. En vue de lutter contre certaines d'entre elles, il a informé le Conseil des ministres, à la suite de l'instruction reçue du président de la République, qu'il a institué une commission interministérielle chargée de l'élaboration des textes relatifs à la protection civile, notamment la création d'un service public des secours et de lutte contre les incendies, ainsi que l'organisation d'un corps de sapeurs-pompiers dont les résultats des travaux seront soumis pour approbation à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Il a terminé son rapport par la présentation de la situation dans les différentes frontières. À son tour, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a pour sa part abordé les aspects opérationnels de la situation sécuritaire. Il a passé en revue certaines opérations en cours dans les provinces sous état de siège et des efforts qui sont déployés par nos forces armées pour contenir et gérer la situation sécuritaire dans la partie de Kwamut et à l'ouest de la ville-province de Kinshasa. Préparatif du sommet des chefs d'État sur l'objectif de développement durable 2023. La ministre d'État, ministre du Plan, a présenté au Conseil la note d'information relative aux préparatifs du sommet des chefs d'État sur les objectifs de développement durable 2023 ainsi que la feuille de route y afférente. Pour une mise en œuvre efficace de l'agenda 2030 sur les objectifs de développement durable ODD, les Nations Unies ont préconisé un suivi et un examen systématique. La ministre d'État, ministre du Plan, a indiqué que le deuxième sommet des ODD se tient exactement à mi-parcours de l'agenda 2030, qui sera également suivi du sommet du futur en 2024, qui s'appuiera sur les résultats du sommet des ODD et dynamisera la mise en œuvre de l'agenda 2030. Il offre une occasion unique de changer fondamentalement des caps pour se tourner vers l'avenir et s'orienter vers l'action dans le but d'accélérer le progrès. Pour une meilleure préparation de la participation de notre pays à ces sommets, notamment pour répondre à l'appel du secrétaire général des Nations Unies de soumettre une feuille de route d'accélération des ODD, des travaux préparatoires ont été organisés, ainsi qu'un atelier résidentiel regroupant les experts sectoriels, ainsi que les autres parties prenantes qui s'est tenu du 14 au 19 août 2023 à Zongo dans les Congos centrales. Ces travaux ont permis de produire un premier draft de feuille de route d'accélération des ODD en République démocratique du Congo. La ministre d'État, ministre du Plan, a aussi précisé que cette feuille de route s'articule autour de 2 points majeurs, à savoir les principaux enseignements et constatations des évaluations et examens des ODD, ainsi que la proposition de réformes et actions accélératrices. À l'issue du sommet, pour implémenter et impulser la mise en œuvre de la feuille de route, le deuxième forum national sur les ODD, devant se tenir à Kinshasa du 25 au 27 octobre 2023, s'épanchera sur les mécanismes de mise en œuvre de la feuille de route, de son financement et des mobilisations de ressources, ainsi que sur les mécanismes de suivi et évaluation. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Rationalisation des actes générateurs du pouvoir central. Le ministre des Finances a présenté au Conseil le rapport sur la rationalisation des actes générateurs du pouvoir central. Il a indiqué qu'en exécution de la politique du gouvernement, la rationalisation de droits, taxes et redevances du pouvoir central a été inscrite comme repère structurel de la deuxième revue du programme formel conclu avec le Fonds monétaire international et soutenu par la facilité élargie des crédits dont le plan a été adopté lors de la réunion du Conseil des ministres du 6 octobre 2022. Pour matérialiser cet objectif,
le ministère des Finances a organisé une série de séances de travail réunissant la Direction générale de recettes administratives, juridiques, domaniales et des participations des GERAD et les services de l'assiette. À l'issue de ces travaux, il a été proposé une série de suppressions de 32 actes générateurs repartis selon les différents ministères. Le ministre des Finances a sollicité l'approbation du Conseil qui permettrait de passer à l'étape suivante, celle de la modification de l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central telle que modifiée et complétée à ce jour. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Toujours sur ces chapitres de points d'information, la ministre du Travail et Prévoyance sociale a présenté au Conseil le rapport sur les déroulements des élections syndicales dans les différents établissements et entreprises. En effet, après avoir observé la persistance des conflits de coordination et les manques de légitimité des délégués syndicaux, avec corollaire des nombreux cas de contestation provenant aussi bien des employeurs que des travailleurs et des mouvements de grève qui impactent négativement sur la productivité des travailleurs dans les entreprises et établissements publics et privés de toute nature, il a été décidé lors de la 47e réunion du Conseil des ministres l'organisation des élections syndicales sur tout le territoire national. Ceci, a souligné la ministre d'État, était le seul moyen de résoudre pacifiquement les crises de légitimité au sein de différentes délégations syndicales dans les entreprises concernées. Elles ont été dénombrées à peu près 3379. Elle a en outre présenté au Conseil la liste des différents syndicats suivant leur ordre d'arrivée après ces élections. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Organisation de la 6e édition du Forum des ministres et chefs des divisions provinciaux en charge du genre couplé à la première édition du Forum des organisations de la société civile. La ministre du genre, famille et enfants a présenté aux membres du Conseil la note d'information relative à l'organisation de la 6e édition du Forum des ministres et chefs des divisions provinciaux du genre du 18 au 20 septembre 2023 à Kolwezi au Lualaba. Le thème choisi pour cette année est « Renforcer la coordination des questions du genre dans les politiques et programmes de développement ». Il va se décliner sur plusieurs autres thématiques. Ce cadre permettra aux participants de partager les expériences des gestions en province dans la mise en œuvre de certains programmes et projets relatifs au genre. Il facilitera également une meilleure appropriation de projets et une meilleure coordination des cadres programmatiques nationaux, entre autres les PNSD, dans les respects des normes du genre. La finalité d'impulser une vision nationale commune et coordonnée de la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de la femme. Il sera aussi question d'élaborer une feuille de route commune dont la mise en œuvre devrait être évaluée lors de la prochaine édition du Forum. Sur un autre volet, la ministre du Genre, Famille et Enfants a indiqué que la tenue de ces assises sera suivie de la première édition des organisations de la société civile à Kolwezi, prévue du 21 au 23 septembre 2023 dans la province du Lualaba. Dans cette optique, un besoin de regrouper toutes les organisations féminines reparties dans les 145 territoires de la République démocratique du Congo s'est avéré indispensable en vue de mieux coordonner leurs activités et ainsi atteindre les résultats escomptés. À cet effet, le thème principal retenu pour la première édition est l'engagement des organisations de la société civile pour une gouvernance inclusive en République démocratique du Congo. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres, le Conseil des ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de la 110e réunion tenue le 24 août dernier. Au dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes, 6 textes ont été soumis à l'examen du Conseil. Le premier, projet de décret relatif à la mise en œuvre de la loi numéro 23/014 du 22 mai 2023
portant institution de la réserve armée de la défense. Soumis par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ce projet de décret répond à la nécessité d'organiser le fonctionnement du service de la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo, conformément à l'article 5 de la loi numéro 23/014 du 22 mai 2023, qui prévoit que les règles d'organisation et de fonctionnement de la réserve armée de la défense sont fixées par voie réglementaire. En effet, toute armée qui se veut professionnelle et républicaine doit avoir en son sein un nombre important de réservistes pouvant venir en appui aux forces armées aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a indiqué que le présent projet a pour objet 1. D'apporter un renfort temporaire aux forces armées de la République démocratique du Congo pour la protection du territoire national. 2. De participer à un service quotidien des unités de forces armées de la République démocratique du Congo pendant l'engagement. 3. De donner une expertise dans le domaine des armées. 4. De soutenir et ou d'appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo dans les circonstances particulières définies par le gouvernement. Il a précisé que ce projet de décret statue sur l'admission et la perte de qualité à la réserve armée de la République démocratique du Congo, sur l'organisation et le fonctionnement, sur les traitements, sur les régimes disciplinaires ainsi que les dispositions finales. Il est d'une importance capitale pour le renforcement et la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo et surtout la diversification de ressources humaines pouvant défendre l'intégrité du territoire national. Ces textes organisent aussi le fonctionnement de la réserve armée de la défense comme un service national d'appui aux forces armées de la République démocratique du Congo, rationalise la gestion des ressources humaines, instaure la formation et l'entraînement des réservistes, définit les attributions, organise les traitements de membres admis à la réserve armée de la défense et instaure aussi un régime disciplinaire. Après débat et délibération, ce projet de décret a été adopté. 2 textes du ministère de la Justice et garde de Sceaux. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a soumis au Conseil 2 projets de textes pour examen et adoption. Premièrement, le projet d'ordonnance loi modifiant et complétant la loi numéro 6/18 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. S'agissant de ce projet, elle a fait savoir que la législation congolaise en la matière est dans son état actuel, en déphasage avec les engagements internationaux auxquels notre pays a souscrit, découlant notamment du protocole de Maputo, de la déclaration de Kampala et de la déclaration de Kinshasa relative à ces violences. Au niveau régional, les États ont réaffirmé la commune volonté de lutter contre les violences basées sur le genre par l'adoption du protocole facultatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme adopté à Maputo le 11 juillet 2003. Cela oblige notre pays à se mettre au pas et à actualiser son cadre légal en la matière. Ainsi, ce projet comporte 3 grandes innovations. On sait qu'outre le fait qu'il insère 16 nouvelles infractions, il met en place un dispositif de prévention des violences basées sur le genre, constitué du mécanisme communautaire de justice réparatrice, d'un comité genre au sein des ministères ayant l'éducation nationale dans leurs attributions et d'un protocole genre dans les milieux professionnels. Ces mêmes projets d'ordonnance loi prévoient également les modalités de prise en charge de victimes de violences basées sur le genre à travers l'assistance gratuite par un avocat, un psychologue, un professionnel soignant, une personne de confiance ainsi que l'obligation de dénoncer et de porter secours à la victime. Pour ce qui est de la répression, elle a évoqué à titre illustratif les nouvelles incriminations ci-après, la pratique de coutumes rétrogrades telles que les lésiras et les sororas, la perception de la dot illicite, les viols conjugales, les voyeurismes, le violence domestique, etc.
Deuxièmement, elle a présenté le projet d'ordonnance-loi modifiant et complétant la loi numéro 6/019 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant les décrets du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale congolais. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, a expliqué que le Code pénal congolais, ayant été modifié et complété dans ses dispositions relatives aux violences basées sur le genre, pour être en harmonie avec les engagements internationaux de la République démocratique du Congo, découlant de la ratification des instruments susmentionnés, il apparaît nécessaire d'adopter aussi le Code de procédure pénale aux exigences nouvelles qu'il a introduites. Ainsi, par ces derniers projets d'ordonnance-loi, il est ajouté au Code de procédure pénale des nouvelles dispositions qui se rapportent respectivement à la gratuité des frais de procédure, à l'assistance gratuite par un conseil et au mécanisme des justice transitionnelle. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces deux projets de loi. Projet d'ordonnance-loi modifiant et complétant la loi fixant les régimes des zones économiques spéciales. Le ministre de l'Industrie a fait l'économie du projet d'ordonnance-loi modifiant et complétant la loi numéro 14/022 du 7 juillet 2014 fixant les régimes des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo. Il a motivé cette modification par la nécessité, après autant d'années d'application de ces textes, de corriger certaines ambiguïtés et lacunes constatées qui rendent difficile son interprétation, l'adapter à l'environnement socio-économique et juridique du pays, la moderniser en tenant compte des bonnes pratiques internationales en matière de zones économiques spéciales et la rendre aussi compétitive par rapport au régime des zones économiques spéciales dans certains pays de la région. S'inspirant du droit comparé, ces modifications visent à intégrer dans une loi les avantages et les facilités accordées aux investisseurs pour plus de sécurité et de garanties comme dans d'autres pays qui ont expérimenté les zones économiques spéciales. Ainsi donc, les dites modifications rendent le cadre juridique et institutionnel des zones économiques spéciales plus attractif afin de contribuer à la mise en œuvre harmonieuse du plan directeur d'industrialisation dans lequel le développement des zones économiques spéciales à travers le pays national constitue un des piliers majeurs. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet. Projet des décrets portant modification du décret portant mesures d'allègement fiscaux et douaniers applicables à la production, à l'importation et l'exportation de l'énergie électrique. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a soumis au Conseil un projet de décret portant modification du décret numéro 18/054 du 27 décembre 2018 portant allègements fiscaux et douaniers applicables à la production, à l'importation et à l'exportation de l'énergie électrique. En effet, le processus ayant conduit à cette proposition de modification a commencé par une évaluation de l'impact positif de l'application du décret sus-évoqué, concernant les avantages fiscaux et douaniers consentis par les gouvernements pendant ces 4 dernières années. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a précisé que ce projet de décret tient compte de la mise en œuvre du plan directeur du secteur de l'électricité et de l'implantation des zones économiques spéciales ayant des effets d'entraînement dans la prolifération de plusieurs projets d'investissement privés et des partenariats publics-privés. Après débat et délibération, ces projets de décret ont été envoyés en commission interministérielle pour harmonisation. Dernier projet de texte soumis au Conseil des ministres de ce jour. Projet d'ordonnance-loi modifiant et complétant l'ordonnance-loi portant répression du racisme et du tribalisme. Le ministre de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, a soumis au Conseil un projet d'ordonnance-loi modifiant et complétant l'ordonnance-loi numéro 66-342 du 7 juin 1966 portant répression du racisme et du tribalisme. Face à la recrudescence des antivaleurs, tels que le tribalisme, le racisme, la xénophobie, il a indiqué que le présent texte vient à créer l'équilibre et à contribuer au bon fonctionnement de la société congolaise. Il apporte ainsi des innovations visant notamment la restauration et le renforcement de la cohésion nationale, l'éradication des discriminations qui menacent le respect de la diversité,
la restauration de la conscience, la tolérance, l'harmonie, les liens et des réseaux qui alimentent les discussions autour de la cohésion nationale, la transmission à nouveau de la citoyenneté du sentiment d'appartenance à notre nation, la lutte contre le communautarisme, les renforcements du taux de peine pour les infractions relatives au tribalisme, au racisme et à la xénophobie, etc. Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, a conclu sa présentation en soutenant que ce texte a l'opportunité de renforcer l'authentique cohésion nationale dans les nécessités des règles qui fondent l'état de droit, de maintenir l'unité nationale sous le leadership du président de la République et de consolider le pouvoir vivre collectif. Après débat et délibération, ce projet d'ordonnance loi a été envoyé en commission interministérielle pour harmonisation. Commencé à 15h07. La réunion du Conseil des ministres a pris fin à 18h30. Je vous remercie. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai,